Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Focus. Dans un contexte international marqué par des fluctuations des prix et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, la Mauritanie affiche une volonté claire: préserver la stabilité des marchés et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. À l'issue d'une réunion entre le ministère du Commerce et du Tourisme et les acteurs du secteur privé, les autorités se veulent rassurantes. Les stocks sont disponibles, les prix encadrés et les mécanismes de contrôle renforcés. Entre coordination avec le patronat, suivi des marchés et engagement à lutter contre la spéculation, l'État affirme sa détermination à garantir des conditions de vie stables pour tous. Comment cette stratégie se traduit-elle concrètement sur le terrain? Quels sont les engagements du secteur privé et quelles garanties pour les consommateurs? Pour répondre à nos questions, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Abdallah Hormatallah, conseiller technique chargé de la communication au sein du ministère du Commerce et du Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose à présent de suivre ce reportage de Bokar Bayleba qui revient sur les annonces faites par la ministre du Commerce et du Tourisme concernant la situation des marchés nationaux. L'État continue de déployer des efforts pour atténuer les effets de la crise au Moyen-Orient, dont les répercussions sont mondiales. D'ailleurs, cette rencontre s'inscrit dans ce cadre. Dans le circuit économique, il existe un acteur majeur. Il s'agit des importateurs de produits liés à la consommation. Liés au secteur privé, ces acteurs sont au devant de la scène. Et à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mint Ahmedna, a déclaré que la situation est sous contrôle. En d'autres termes, le gouvernement maîtrise la situation face à cette crise mondiale. Il assure que l'approvisionnement des marchés se poursuit convenablement et les prix des produits alimentaires restent stables. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, s'est lui aussi exprimé. Il a déclaré que le secteur privé reste actif en accompagnant les mesures prises par l'État pour atténuer l'impact de la crise au Moyen-Orient sur le pouvoir d'achat des citoyens. Et il a indiqué que les fournisseurs s'activent pour répondre aux attentes. Il a indiqué que le patronat ne ménagera aucun effort pour renforcer les mesures d'accompagnement décidées par l'État pour faire face à la conjoncture économique et l'amélioration de l'efficacité de la gestion des ressources. En d'autres termes, des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et renforcer la solidarité nationale. Rebonsoir. Monsieur Abdallah Hormatallah, je rappelle que vous êtes conseiller technique chargé de la communication au sein du ministère du Commerce et du Tourisme. Ma première question est de savoir comment le ministère du Commerce accompagne-t-il la mise en œuvre des décisions gouvernementales sur le terrain? Salam alaikum. Le ministère du Commerce, à l'image des différents départements ministériels, suit à la lettre l'application du programme de son Excellence le Président de la République sous la supervision de son Excellence le Premier ministre. Mais permettez-moi d'abord d'inscrire le nombre d'actions menées par le ministère dans leur contexte politique. C'est vrai, comme vous l'avez dit, que le monde traverse une situation assez difficile, imprévisible, concernant la hausse des prix des hydrocarbures et ce qui se répercutait. Et elle continue et personne n'a une solution et c'est surtout une crise qui dépasse les frontières. Mais l'ensemble de solutions et d'outils fournis par le gouvernement mauritanien relève de la vision du président de la République. Et c'est ça l'avantage, et c'est ça le plus pour la Mauritanie par rapport à la sous-région et beaucoup d'autres pays. Ce que le président de la République suit avec beaucoup d'intérêt, avec vigilance, la situation sur le plan international. Il est préoccupé aussi par la situation de ses concitoyens et il est en mesure d'anticiper par rapport à une situation pareille. Prenons l'exemple du Covid et on continue actuellement à jouir d'un certain nombre d'acquis sociaux qui ont été initiés par cette époque-là. Moi, je me rappelle à l'époque,
la presse internationale parlait de la situation de panique dans la sous-région et d'une façon particulière, il parlait de la Mauritanie où l'État prenait en charge les factures d'eau et d'électricité des couches de la société nécessiteuse. On a anticipé, beaucoup de pays de la sous-région ont réduit leurs dépenses en matière de défense, de diplomatie, et nous, on a continué à ouvrir des classes, on a continué à financer Taazur. D'ailleurs, Taazur est né dans ce contexte-là. Et donc, le plan social a toujours été présent. Cette vision du président de la République prend en considération d'abord cette situation de crise, anticiper des solutions, mais avoir à l'esprit chaque fois la dimension sociale, parce qu'il est conscient de la fragilité d'un certain nombre de couches de la société mauritanienne et de la limitation aussi des ressources. Mais ça nous prouve aussi que s'il y a une volonté politique et une vision, les ressources peuvent être adaptées à la situation et peuvent couvrir les besoins. Donc nous, on fait face à cette crise qu'on ne maîtrise pas, que personne ne maîtrise d'ailleurs, et on l'a anticipé même avant avant la guerre, parce que souvenez-vous qu'en fin d'année, il y a une restructuration des prix des hydrocarbures qui a été initiée par le gouvernement mauritanien et qui nous a fait profiter d'une chute lors du mois de février des prix des barils sur le plan international et le consommateur mauritanien en a profité une fourchette de 5% au niveau des hydrocarbures à la pompe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème qui se pose pour tous les gouvernements du monde, c'est est-ce qu'on est en mesure de subventionner les hydrocarbures pour les gens qui ne les subventionnaient pas, pour les gouvernements qui les subventionnaient, est-ce qu'on peut continuer à le faire? On a vu dans la sous-région qu'il y a des gouvernements qui se sont exprimés clairement pour dire qu'ils n'avaient pas les moyens, d'autres qui parlaient des réserves stratégiques déjà entamées. Et aujourd'hui même, mardi 7 avril, la ministre d'État chargée de l'énergie en France a dit que 18% des stations d'essence en France avaient un problème, avaient une perturbation d'approvisionnement en essence et en gasoil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette restructuration nouvelle qui a pris en considération l'évolution des cours et qui fait que les ressources de l'État mauritanien ne peuvent pas être spécifiquement orientées vers les hydrocarbures. Il y a eu cette restructuration qui a pris en considération l'évolution des cours des marchés, mais qui a été accompagnée par des mesures sociales, l'augmentation des SMIC. Le monde connaît actuellement des problèmes de licenciement, de dépôt de bilan, de crise sociale, même une situation de crise que la communauté internationale n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une crise de confiance entre les acteurs sociaux, entre les gouvernements. Nous, l'image qu'on vient d'afficher aujourd'hui, c'est une entente entre le secteur privé et le gouvernement qui s'engage à maintenir des prix à la portée de nos concitoyens pour les produits de première nécessité. Voilà le contexte dans lequel on évolue, voilà le contexte dans lequel nous a confortablement installé la vision du président de la République et sa capacité d'anticiper et d'imaginer des solutions concrètes. Quand il s'agit au ministère du Commerce, ça fait partie aussi de cette évolution. Le ministère du Commerce, ce n'est plus des cadres tirés à 4 épingles qui parlent des langues vivantes, qui essaient de soutirer des contrats, malgré que ça existe et ils le font parfaitement. Le ministère du Commerce est outillé de compétences femmes et hommes mauritaniens qui parlent des langues vivantes et qui apportent beaucoup d'intérêt pour la Mauritanie et qui donnent une image de la Mauritanie. Mais le ministère du Commerce a une dimension sociale désormais. Celui de suivre les marchés, celui de suivre les prix, celui de contrôler, d'avoir une maîtrise des marchés pour que les marchés prennent en considération le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est vrai qu'on vient de très loin. Il y a
2 ans de cela, si vous disiez à quelqu'un que l'État pouvait imposer un prix ou pouvait contrôler un marché, il va dire que vous rigolez et qu'il s'agit d'une blague. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient, je dis, de loin. On l'a fait sans brutalité. On n'a jamais entendu un feu du verre de la part des équipes du ministère du Commerce ni des forces de l'ordre. On n'en a même pas besoin pour ramener le commerçant et le consommateur à la fois de s'adapter avec ce contexte-là. On a des équipes qui travaillent sur le terrain, qui utilisent des véhicules 4x4 après avoir profité d'une dérogation du gouvernement, parce qu'on considère que ces équipes, ou en tout cas ces véhicules, font le même travail que les ambulances. C'est des équipes qui sont suivies d'une façon électronique. Madame la ministre suit le parcours des équipes du 8h du matin, malgré qu'il y a des interventions le soir. Ces équipes contrôlent les prix des produits de première nécessité qui sont l'objet d'un accord entre le patronat et le gouvernement. Et en même temps, on respecte nos engagements du point de vue international. On ne peut pas imposer des prix à tous les commerçants sur tous les produits. Il y a des produits de première nécessité, le riz, le lait, le sucre, l'huile, et j'en passe, qui sont l'objet de cet accord. Il contrôle, il évite... il les contrôle, il traite les réclamations des citoyens, de nos concitoyens à travers des numéros verts, à travers la plateforme Aïn qui est très efficace, celle du gouvernement, et ils vont sur le terrain et ça a apporté beaucoup de choses parce que, prenons l'exemple de la fête d'Al-Fitr, on sait que il y a une forte demande sur les viandes et tout ça. Ils ont réussi à maîtriser le marché, en tout cas les marchés de la capitale. Et en même temps, ils contrôlent le stock. En même temps, ils contrôlent le stock. Là, vous êtes en train de parler des mécanismes pour contrôler les prix. Justement, c'était l'objet de ma deuxième question. Est-ce que vous disposez de mécanismes efficaces vraiment pour maîtriser les prix, et ce, sur l'ensemble du territoire? Mais bien sûr, bien sûr. Écoutez, c'est une action du gouvernement mauritanien. Donc, on agit sur le terrain avec beaucoup de partenaires, à commencer par les autorités administratives et sécuritaires. On a des représentations dans les capitales des wilayas, qui ont d'ailleurs l'habitude d'intervenir ici dans vos émissions pour parler de la situation. On peut dire que l'entente, ou en tout cas les rapports fructueux entre le gouvernement et le patronat ont permis d'apaiser cette situation. Parce que dans une situation pareille, beaucoup de gens en profitent. Même s'il n'y a pas d'hausse de prix de tel ou tel produit, les gens en profitent. Mais quand le patronat, quand les propriétaires des usines, quand les importateurs, quand l'ensemble des acteurs économiques se disent: on est conscient de la situation que vit le monde actuellement. On s'est engagé auprès du gouvernement mauritanien, auprès du peuple mauritanien, pour respecter un certain nombre de prix. Moi, je dirais que ça s'inscrit dans l'engagement moral et même religieux de la part des acteurs de la vie publique. Et il faut dire aussi que les gens ont compris que l'État était sincère dans sa fermeté par l'application de la loi. Et qu'on n'est pas en guerre avec les acteurs économiques parce qu'on a besoin d'eux, surtout dans un contexte actuel, mais qu'on a des concitoyens qui se retrouvent face à des difficultés et qu'il ne faut pas leur faire payer le prix d'une déstabilisation de l'équilibre mondial. Donc c'est surtout ça. Quels dispositifs ont été renforcés pour garantir la stabilité des prix des produits de première nécessité? Bon, écoutez, l'information disponible auprès du gouvernement et l'ensemble des acteurs économiques, au niveau des produits de première nécessité, parle d'un stock qui est en mesure de couvrir aisément le reste de l'année. Il faut dire que la chaîne d'approvisionnement ne s'est pas arrêtée.
la Mauritanie continue d'être approvisionnée. Et c'est là où je parle de l'avantage, ou en tout cas de l'initiative qui a été prise par le secteur privé. Les gens tout de suite, depuis les premiers jours, depuis la fameuse réunion auquel le président de la République a appelé un certain nombre de ministères, de départements ministériels concernés, plus la réunion interministérielle présidée par le Premier ministre et le comité ministériel stratégique. Ils ont réagi tout de suite et les demandes ont été lancées et le stock a été approvisionné. Et on peut dire que notre stock stratégique en matière des hydrocarbures, en matière des produits de première nécessité, est intact. On n'a pas besoin d'en toucher. Et il faut dire aussi que la fermeté des autorités au niveau de la fermeture des frontières pour les gens qui se livraient à des trafics de produits de première nécessité dehors des frontières, ça a permis à la Mauritanie de fructifier ses ressources et en tout cas et de limiter cette hémorragie causée par ce trafic dans la sous-région. Donc on est dans une situation confortable, mais comme j'ai dit, il s'agit d'une situation de crise qui nous dépasse. Et comme on a anticipé pour pouvoir imaginer ces solutions-là, continuons cette anticipation par... Moi, je dirais même que c'est un apprentissage civilisationnel. L'usage qu'on peut en faire avec les hydrocarbures, avec l'énergie d'une façon générale, c'est l'occasion de passer par cette étape pédagogique pour que les gens puissent comprendre. L'État a donné le bon exemple. Le président de la République a cédé une partie de son traitement, le Premier ministre, les membres du gouvernement, et beaucoup de nos concitoyens, à commencer par les hauts fonctionnaires, ont cédé à leur confort personnel par rapport à l'usage des véhicules, de la climatisation, de l'ascenseur, de l'éclairage, beaucoup de choses. Donc, c'est donner le bon exemple pour les citoyens pour qu'on puisse... je dirais, comme je dis, c'est un apprentissage civilisationnel qui nous permet d'anticiper et d'être en mesure de continuer à suivre cette situation sans qu'on paye le lourd tribut comme le cas dans d'autres pays de la sous-région. Et maintenant, comment le ministère veille-t-il à ce que les commerçants respectent les prix? Parce qu'il y aura toujours des commerçants qui... Oui, j'ai dit au départ qu'il y a cette confiance retrouvée. Cette confiance retrouvée entre les acteurs économiques et l'État. L'État n'est pas l'ennemi des acteurs économiques, loin de là. Les acteurs économiques ont leur importance et ont leur poids et l'État le prend entièrement en considération. Donc ça a permis de travailler dans cette ambiance apaisée. Et ça s'est répercuté sur le marché. Il y a toujours des comportements indignes et il y a des hausses de prix, on peut les imaginer, d'où l'intérêt de la présence des équipes sur le terrain. Les gens procèdent par pédagogie, comme je dis, pour expliquer que l'État est sincère, qu'il ne s'agit pas d'une démarche isolée, une démarche de l'État mauritanien et qu'à l'issue, c'est la loi de la République qui sera appliquée. Beaucoup de gens au départ ne prenaient pas ça au sérieux, mais maintenant ils commencent à comprendre parce que la loi, on a fait fonctionner la loi, et beaucoup de gens se sont adaptés, se sont apaisés, et ça, l'État et le secteur privé ne peuvent pas le faire tout seul. Comme j'ai dit, cette dimension pédagogique, on a les associations de consommateurs. D'ailleurs, il revient à ce pouvoir, celui de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, d'avoir initié une loi qui reconnaît les associations de consommateurs, qui sont représentées dans les conseils d'administration de beaucoup d'entreprises de l'État et qui sont le partenaire stratégique du ministère du Commerce et du Tourisme. Ils fournissent cet effort pédagogique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nos concitoyens comprennent que quand on dénonce un fraudeur, que ce n'est pas de la délation. Ce n'est pas de la délation, c'est un devoir civique. C'est un devoir civique, c'est un commerçant qui a une marge qui lui permet d'avoir suffisamment de bénéfices et qui n'a pas de raison de spéculer ou d'imaginer un prix qui n'a rien à voir avec le coût du produit ou en tout cas de la marchandise mise à la disposition de nos concitoyens. Donc on compte sur les Mauritaniens pour qu'ils puissent dénoncer. Et toute histoire, toute dénonciation est traitée avec importance et sérieux.
le week-end de la fête, on a une équipe qui s'est déplacée dans l'un des quartiers de Nouakchott suite à des dénonciations de riverains pour une histoire de boucherie, une histoire de supermarché qui n'a pas respecté les prix, qui a vendu des produits périmés. Et ils ont intervenu à 23 heures. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est dans toute la capitale, tous les quartiers de Nouakchott. Et on a des résultats, quotidiennement. Le nombre de magasins listés, parce qu'on travaille aussi sur une base de données qui nous permet d'avoir une maîtrise du marché. Tel magasin dans tel muqata, dans tel marché a été contrôlé, on a ses références, on a la situation de son stock, on a le personnel qui travaille. Donc, c'est-à-dire que demain, on est averti. Quand on vient pour un contrôle, ce n'est pas pour refaire les premiers pas que la première fois. Et on explique, on vérifie le stock. Il y a des gens, par exemple, qui avaient l'habitude de le faire autrefois, qui enfermaient des produits de première nécessité dans des stocks. Les équipes leur demandent, si ça a été vendu, de fournir les factures. Et dans un climat apaisé, style civilisationnel, les gens se mettent d'accord. Et si vous êtes fautif, c'est la loi qui vous punit. Et voilà, les gens même adhèrent, les commerçants adhèrent à cet aspect-là. Cet aspect-là, parce qu'ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et qu'il ne s'agit pas des magouilles, qu'il s'agit de l'État responsable qui est là pour protéger l'intérêt de ses concitoyens. Et après tout, eux, c'est des concitoyens. Ils sont concernés par le pouvoir d'achat. Y a-t-il des numéros pour dénoncer? Oui, il y a des numéros qui sont disponibles sur tous les supports du ministère et qui sont l'objet d'une campagne d'affichage au niveau des marchés et au niveau des réseaux sociaux. Et les gens s'en servent aisément, quoi, tous les jours. Tous les jours, ils sont traités, suivis par la direction des consommateurs, des droits des consommateurs. Ils sont traités quotidiennement et les équipes se déplacent en fonction des dénonciations. Peut-on rassurer les citoyens quant à la disponibilité des produits sur les marchés? Vous avez tantôt parlé du stock en hydrocarbures. Et qu'en est-il pour les autres produits? Non, j'ai dit tout à l'heure, que ça a été d'ailleurs redit par la ministre l'autre jour lors de sa réunion avec le patronat, que notre stock stratégique, ça c'est important. C'est important que les Mauritaniens le sachent. Notre stock stratégique est à l'abri. Et qu'au niveau du stock disponible dans le marché actuellement, l'approvisionnement en cours nous permet aisément de finir l'année sans aucun problème. Il s'agit tout simplement d'une question d'anticipation pour qu'on évite de se retrouver dans une situation de crise. Alhamdoulilah, je touche du bois, ce n'est pas encore le cas. C'est pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation. On a vu beaucoup de pays se retrouver dans cette situation-là. Et ce n'est pas évident. Et dans quelle mesure les mesures sociales contribuent-elles à protéger le pouvoir d'achat du Mauritanien? Écoutez, par exemple, pour l'augmentation du SMIC, l'augmentation du SMIC, il a été augmenté à 45 000 ouguiya. C'est-à-dire que les gens qui touchaient moins de 130 000 ouguiya, 45 000 ouguiya, est une somme conséquente. Donc ça, c'est pour tous les fonctionnaires. Et il y a ce geste fait par Ta'azur pour accompagner les difficultés domestiques ou la révision ou la restructuration des prix de gaz et elle est à 30 000 ouguiya. 30 000 ouguiya, ça couvre un mois et demi, voire 2 mois de gaz. C'est-à-dire que non, il y a comme je dis, dans toute cette politique que nous vivons, il y a toujours cette dimension sociale. Cette dimension sociale, et on est l'un des rares pays au monde à l'avoir fait. Donc, si on parle de restructuration des prix des hydrocarbures et les maintiens de la subvention, on peut aussi parler de ce geste social qui a son importance au niveau de la vie des Mauritaniens. Donc, c'est une responsabilité, une conscience
des difficultés dans lesquelles les gens peuvent se trouver, et on anticipe pour qu'ils ne le subissent pas. Et voilà, donc on peut dire qu'on a anticipé. Maintenant, il faut continuer, il faut que nos concitoyens prennent leurs responsabilités au niveau de l'usage des énergies, au niveau de la conscience civique concernant le marché. Le marché, c'est leur marché. Les autorités sont là pour fournir un effort pour que leur pouvoir d'achat soit pris en considération. Et c'est une opération qui demande l'effort de tout le monde. À commencer, le président de la République avait, et d'ailleurs c'est louable et c'est rarissime, avait initié une démarche auprès de la classe politique, tout parti confondu, opposition et majorité, pour les initier. D'abord, les mettre au fait de la situation dans laquelle vit le pays, les rassurer, leur expliquer les enjeux de cette crise internationale et demander à ce que le front intérieur soit soudé pour faire face à cette situation-là. Et c'est important parce qu'on n'a pas de remise en cause de l'appréciation du gouvernement de la situation, ni des démarches faites par le gouvernement. Tout le monde y adhère. Donc, je pense qu'aussi les érudits, les imams, les associations des jeunes, l'élite scientifique à nos universités, nos instituts, doivent aussi jouer leur rôle pour accompagner les autorités et expliquer l'importance d'anticiper, mais de continuer à avoir un comportement digne de cette anticipation qui permettra à la Mauritanie de rester toujours à l'abri de cette situation qui nous échappe totalement. Et comment s'organise la coordination avec les autorités administratives locales dans le contrôle des prix? Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Si vous pouvez développer par rapport à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, on a des antennes. Le département a des antennes. Ces antennes travaillent dans le cadre de l'ensemble de l'administration de la République islamique de Mauritanie, qui est coiffée par le gouverneur, qui est dépositaire de l'autorité, et en étroite collaboration avec les forces de l'ordre, avec les autres départements ministériels, comme par exemple l'accord qu'on vient d'obtenir, pour ne pas dire arraché, avec le ministère de l'élevage, un accord avec concernant les viandes rouges, avec les associations des boucheries, qui limitent ou en tout cas qui fixent un prix pour les viandes rouges. Vous savez, l'usage qu'on en fait en Mauritanie. Donc, cette coordination s'inscrit dans ce sens-là. C'est grâce à ces autorités qu'on a facilité. J'ai dit tout à l'heure que les équipes, le gouvernement d'une façon générale, travaillent avec beaucoup de fluidité et de conscience et de douceur aussi. Et on a évité cette situation de confrontation sur le terrain. Donc les autorités administratives, les autorités sécuritaires sont là pour remplir leur rôle et imposer l'État et montrer que l'État est là et qu'il s'agit d'une opération de l'ensemble des acteurs de l'État. Et on est dans un contexte consensuel, aussi bien avec les acteurs économiques, avec nos concitoyens. On n'a pas eu besoin vraiment qu'il y ait des affrontements sur le terrain, comme on a vu dans beaucoup de pays. C'est là où je dis que les mesures prises par le gouvernement ont pu convaincre l'ensemble des Mauritaniens et que l'ensemble des Mauritaniens sont aussi disponibles à aider les autorités parce qu'ils sont conscients qu'il s'agit de leur propre intérêt. Donc cette situation consensuelle qu'on retrouve d'ailleurs en politique, qu'on retrouve même dans le contexte sécuritaire, parce que personne, heureusement, ne remet plus en cause la démarche du système sécuritaire, sa façon de maîtriser le territoire national, d'affronter le terrorisme. Donc, c'est cette situation. Non, je pense que la démarche du président de la République qui a été initiée dès le départ consiste à dire que, voilà, moi j'ai mon projet. Mon projet a été validé par les Mauritaniens, donc je suis parfaitement légitime, mais moi, je travaille pour la Mauritanie et j'ai besoin d'associer tous les Mauritaniens, beaucoup de gens surtout, beaucoup d'acteurs politiques et administratifs,
remettaient en cause cette démarche. Ils n'étaient pas très enthousiastes parce qu'on est ici tous des écoles assez rigides, voire répressives. Et quand on est au pouvoir, on l'exerce tout seul, on n'associe pas les autres. Maintenant, on se rend compte que tout le monde se met sur la même table pour affronter le Covid, pour affronter la hausse des hydrocarbures, pour organiser le dialogue. Et donc, c'est cette situation-là qui fait que la tâche des autorités est beaucoup plus facile que d'autres autorités dans d'autres univers. Mais il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas... la situation continue. La Chine, ce matin, a révisé les prix des hydrocarbures vers une hausse, la deuxième en moins de 2 mois. Quand je parle de la Chine et de la France, bon, ça veut dire que pour la sous-région, j'en passe. Donc, c'est une situation de crise mondiale qui dépasse nos frontières. Nos autorités ont anticipé, ont mis l'ensemble des moyens dont ils disposent à la disposition de leurs concitoyens. Ils suivent avec intérêt et vigilance la situation. Ils essayent d'agir et d'anticiper. Maintenant, il faut que tout le monde suive cette situation. Il faut aussi que les Mauritaniens sachent qu'à travers cette conscience civique, on donne une image de la Mauritanie. On donne une image de la Mauritanie pour nos amis, nos partenaires, que d'abord on est capable de faire face à une situation de crise et qu'on est capable de la maîtriser et qu'on ne vient pas d'un vide et que notre poids civilisationnel, il doit au moins se répercuter sur la gestion stricte matérielle d'une situation de crise que vit le monde. Nos ancêtres ont sauvé la civilisation à travers l'Andalousie. Donc, pourquoi pas nous, on ne maîtrise pas une perturbation des prix de l'huile et du riz et des hydrocarbures. Donc, et en plus, notre religion nous initie à cela. Donc, non, je pense que l'atmosphère est beaucoup trop confortable et on est rassuré au moins. Quand on est rassuré, c'est la moitié de la solution. Quand on est rassuré, c'est la moitié de la solution. Donc, vivement que cela continue. Ben, oui. Vous avez parlé au niveau de votre ministère d'outils pour suivre l'évolution des prix. Disposez-vous d'outils modernes pour suivre l'évolution de ces prix en temps réel? Bien sûr, bien sûr. Les équipes, ils se déplacent sur le terrain, donc ils sont suivis par le responsable administratif directement, au niveau du nombre, au niveau des horaires de déplacement, au niveau du trajet, au niveau du véhicule, au niveau des dépenses de carburant, au niveau du nombre d'interventions. Ça veut dire qu'à midi, la direction concernée a en chiffre le nombre d'interventions, le nombre de commerçants verbalisés, le nombre de plaintes de citoyens traitées, le nombre d'interventions par kilomètre dans la capitale. Donc on a des chiffres concrets, plus des chiffres concernant le stock. Le stock en blé, le stock en riz, le stock en huile. C'est-à-dire que le gouvernement est fourni en temps réel des chiffres exacts et fiables. C'est-à-dire que c'est des équipes, c'est pas des équipes qui descendent à la sauvette et à la traditionnelle qui crient à tel commerçant. Non, non, c'est des gens qui travaillent d'une façon professionnelle et qui sont suivis par leur chef, en l'occurrence la ministre du Commerce et du Tourisme, à temps réel le déplacement, à temps réel un tableau de bord sur le déplacement de ces équipes, sur leurs interventions. Et d'ailleurs, beaucoup de responsables sont surpris des fois sur le terrain de recevoir des coups de fil concernant des situations dans lesquelles ils ont besoin d'être instruits pour procéder de la telle ou la telle. Donc, non, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose de fiable. C'est quelque chose. D'ailleurs, c'est beaucoup la plupart des gens, des équipes de terrain, c'est des jeunes instruits, c'est des jeunes qui sont conscients du travail qu'ils font. Ils se considèrent comme des soldats
sur la frontière. Donc, parce que, et c'est des gens d'une grande honnêteté, parce qu'on a eu beaucoup de remontées sur leur dignité face à des tentatives que je n'ai pas envie d'évoquer ici. Mais c'est des équipes fiables, quoi, qui représentent un département fiable et un gouvernement responsable. Donc, et ces chiffres sont traités à temps réel. Donc, quand le gouvernement communique concernant les opérations de terrain, quand le Premier ministre a communiqué à plusieurs reprises, parce qu'il le suit à temps réel, sur le déplacement des équipes, sur leur travail, ça veut dire que c'est quelque chose de fiable et c'est du jamais vu, en tout cas ces dernières décennies, dans la vie de l'État mauritanien. Dites-nous, y a-t-il des sanctions par rapport à ceux qui ne respectent pas les prix, les commerçants? Il y a ce que prévoit la loi. Il y a ce que prévoit la loi. La loi est stricte là-dessus et tout ce que dit la loi, on l'applique. Donc on peut dire aujourd'hui... Mais l'objectif, c'est de trouver des solutions consensuelles. Parce que, comme j'ai dit, les gens avaient perdu l'habitude de la présence de l'État dans ce secteur, et que l'État s'impose et qu'il ait la main mise sur les marchés. Donc on les comprend. Mais maintenant, je pense qu'ils ont retenu la leçon. Mais comme vous l'avez dit aussi, il y a toujours certains qui profitent de ce genre de situation pour s'enrichir eux-mêmes. Donc on peut dire aujourd'hui que l'État dispose de mécanismes efficaces pour maîtriser les prix. Oui, l'État dispose des mécanismes pour maîtriser les prix. L'État a la capacité d'agir à temps réel face à une dénonciation, une plainte de la part d'un concitoyen sur l'étendue du territoire. Je dis bien à temps réel. 24 sur 24. Et ça, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Mais comme je dis, beaucoup de commerçants et beaucoup d'acteurs économiques ont compris. Bon, il faut savoir que nous, on traite avec plusieurs domaines. On traite avec les boutiquiers, les grossistes, les demi-grossistes. C'est des univers différents, c'est des méthodes différentes, c'est une mentalité différente. Mais ils ont compris que le seul patron, c'est la République islamique de Mauritanie. Et il faut s'adapter, quoi. Donc peut-on rassurer les citoyens quant à la disponibilité ça, j'insiste là-dessus, quant à la disponibilité des produits. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que beaucoup de concitoyens et de citoyens se posent la question par rapport à la crise internationale. Si les produits contiennent, peut-on les rassurer? Mais bien sûr, bien sûr. Mais moi, je vais leur dire que j'ai pas mal loué cet accord stratégique entre le gouvernement mauritanien et le patronat, parce qu'il est d'une grande utilité. Par exemple, on est le seul pays au monde, et je pèse mes mots, le seul pays au monde à avoir maîtrisé le prix du blé depuis 1 an, 7 mois. 1 an, 7 mois, le prix du blé n'a pas changé, grâce à cet accord entre le gouvernement mauritanien et le patronat. Donc, malgré toute la situation qu'on connaît actuellement, avant et après, et le patronat a été l'autre jour à partir du siège du ministère du Commerce et du Tourisme pour réitérer son engagement. Il y a aussi une révision périodique qui prenne en considération. Nous, on demande pas. On a besoin de nos entrepreneurs, on a besoin de nos commerçants. On ne veut pas qu'ils déposent le bilan. Il y a une révision périodique qui prenne en considération l'évolution du marché. Ils font aussi partie des citoyens. Oui, mais j'ai dit la dimension sociale est là. La dimension sociale est là. Elle est là à travers cette exigence vis-à-vis des acteurs économiques. Elle est là à travers les actions initiées par le président de la République vis-à-vis des couches vulnérables. C'est très compliqué. On n'est pas comme beaucoup d'autres sociétés organisées à l'occidental. Beaucoup de gens travaillent dans l'informel. Beaucoup de gens ne travaillent pas. On a des individus qui travaillent et qui prennent en charge plusieurs ménages. Toute cette complexité, le président de la République l'a intégrée et il essaye d'agir. Beaucoup de gens vous disent
oh non, c'est pas comme ça, bon, des élites, je ne sais quoi, bon. Je vous épargne l'adjectif. Non, on ne distribue pas de l'argent, ça ne règle pas les solutions. Non, je suis désolé. Une femme qui se retrouve à l'intérieur du pays et qui est hors civilisation et qui a l'habitude d'usage malsain de la part des élites de la capitale quand il s'agit d'une occasion politique. Quand chez elle, dans sa propre badia, il y a quelqu'un qui vient, qui n'est même pas de son clan tribal, qui ne la connaît pas, qui lui dit « Ta'azor de la République islamique de Mauritanie met à votre disposition 50 000 ouguiyas, 70 000 ouguiyas, 100 000 ouguiyas, 30 000 ouguiyas. » Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quand on copte des gens par rapport à leur situation sociale sur les 4 coins de la Mauritanie, on les fait venir à Tavraghzena et le président de la République leur dit « Vous avez une assurance maladie. » Qu'est-ce que ça représente? Beaucoup. Bon, il y a 10 ans, les gens crevaient à l'intérieur du pays d'une hémorragie de dents. Donc, c'est-à-dire que c'est des choses importantes, c'est des choses importantes parce que, bon, si on parle de la définition noble de la politique, c'est d'être sensible aux gens, d'être sensible aux gens. Je vous ai parlé tout à l'heure des chiffres, c'est important les chiffres, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Et pour faire des chiffres crédibles, il faut être soucieux de la situation des gens, il faut les sentir. Il faut les sentir. Et je pense que le président de la République, ça, il le vit très bien, il le sent très bien, il illustre à travers sa vision, à travers l'action de son gouvernement. Et voilà. Après, il y aura toujours des difficultés, des insuffisances, parce qu'il s'agit d'une œuvre humaine. Mais en tout cas, selon le contexte, selon les moyens, selon la volonté, selon la sous-région, selon la marge, je pense qu'on peut lever la tête haute. L'État mauritanien, sa façon de gérer cette situation de crise, ça démontre un niveau de transparence et de responsabilité de nos dirigeants. Et on peut défendre notre partenariat partout dans le monde et personne ne peut nous traiter d'autre chose. Donc si vraiment on est capable de produire cette situation qui nous met à l'abri d'être dans une vraie démocratie, dans un média public, on parle librement, dans le contexte actuel et qu'on n'a pas une situation d'éclatement social, c'est grâce à ces mesures-là. C'est grâce à ces mesures-là que les citoyens, que les Mauritaniens apprécient à leur juste valeur et que l'ensemble des acteurs et d'influenceurs, l'influenceur religieux, universitaire et scientifique, et j'en passe, doivent aussi se griffer sur cette toile pour assurer que la Mauritanie continue à donner de l'exemple. Là, beaucoup de spécialistes et d'observateurs nous citent, à raison d'ailleurs, nous citent comme exemple en matière de stabilité et de sécurité. Maintenant aussi, beaucoup d'autres commencent à apprécier les mesures sociales depuis le Covid. Et on est cité par comment il s'appelle, on est cité il n'y a pas longtemps, le nom va me revenir tout à l'heure, par un grand spécialiste de la région dans une revue stratégique. Il a traité des mesures prises par l'État mauritanien, le gouvernement mauritanien lors du Covid, notamment la prise en charge de l'eau, l'électricité, tout ça. Et il les présentait comme des exemples, et que l'action régalienne de l'État continuait. On n'a pas fermé d'ambassade, on n'a pas fermé de caserne, on n'a pas mis hors jeu de tanks, ni d'avions, ni d'officiers, ni de soldats. Par contre, on a continué à ouvrir des classes, à distribuer de l'argent et des produits de première nécessité à nos concitoyens en difficulté. Donc c'est cette situation-là qui nous rend fiers, et qui fait que aussi les Mauritaniens ont raison. Les Mauritaniens ont raison, parce que ça, c'est un paramètre qui vous permet d'apprécier la démocratie. Les Mauritaniens d'abord ont certifié ce projet, et les Mauritaniens avaient raison d'avoir choisi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son projet, et ils continuent à en profiter. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération.
Et moi, je ramène tout ça à la situation d'apaisement qui est le fruit d'une vision, d'une conception, d'une façon de voir la politique et de descendre sur le terrain et de sortir de cette coquille des élites qui friment leurs concitoyens et tout ça, et des élites conscientes que on est là, on est des salariés chez le peuple mauritanien. On est des salariés chez le peuple mauritanien et notre confort dépendra de l'enthousiasme qu'on va fournir pour servir le peuple mauritanien. Ça, c'est important. Ce n'était pas le cas. Je pense qu'on est en plein dedans maintenant. Et alhamdoulilah. Peut-on s'attendre, je parle au nom du citoyen, peut-on s'attendre à d'autres mesures dans le sens d'aider les citoyens à mieux vivre? J'avoue. Ces mesures ont été décidées par les autorités supérieures de ce pays. Et je dis tout à l'heure qu'ils suivent avec attention l'évolution de la situation sur le plan international. Ils suivent la situation de leurs concitoyens. C'est à eux d'apprécier. Est-ce qu'on doit continuer ces mesures? Est-ce qu'on doit les renforcer? Est-ce qu'on doit inventer d'autres mesures? En tout cas, on est en toute confiance qu'ils sont soucieux de la situation des Mauritaniens. Et que, selon le contexte, ils adapteront les solutions et les solutions proposées pour faire face à telle ou telle situation. Écoutez, l'émission tire à sa fin. Si vous avez un message à adresser aux commerçants et aux consommateurs pour accompagner ces efforts, cet effort national. Écoutez, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Il faut que l'ensemble des acteurs économiques, tout acteur économique est important. Il faut qu'ils sachent qu'on est des équipes qui travaillent pour la gloire, la dignité, l'apaisement, la sécurité des Mauritaniens. Et eux font partie des Mauritaniens. Ils font partie des Mauritaniens qui nous intéressent le plus parce qu'ils créent de la fortune, ils contribuent à l'action de l'État, ils créent des emplois, ils sont importants, nous ne sommes pas leurs ennemis. On est là pour qu'on s'entraide pour apaiser la vie des citoyens. Et que le citoyen a toujours été le parent pauvre ou la victime qui paye le prix de la situation et géopolitique depuis la sécheresse des années 70. Et que maintenant, on a des autorités qui refusent que le pauvre citoyen paye cette facture-là. Il faut qu'on cède tous. Ils sont des acteurs importants pour l'État mauritanien, importants pour le peuple mauritanien. Ils font partie du peuple mauritanien. Nous ne sommes pas leurs ennemis. On apprend à vivre ensemble sur un terrain, sur un juste milieu, pour que la dignité du citoyen mauritanien soit préservée et pour que les moyens dont dispose l'État mauritanien soient mis réellement à la disposition du citoyen mauritanien. Et je salue le sens de responsabilité et de patriotisme de l'ensemble des acteurs économiques, à commencer par le patronat, les importateurs, les propriétaires d'usines qui ont anticipé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sont à la disposition du gouvernement mauritanien pour faire appliquer ces solutions. Et je pense que leur engagement patriotique et leur disponibilité a aidé beaucoup à faire passer ces mesures dans l'intérêt du peuple mauritanien. Et encore, je les remercie. Merci à vous, M. Abdallah Hamatallah. Je rappelle que vous êtes conseiller technique chargé de la communication au sein du ministère du Commerce et du Tourisme. Au final, les signaux convergent vers une même réalité. La Mauritanie dispose aujourd'hui des leviers nécessaires pour faire face aux défis économiques actuels. Grâce à une coordination étroite entre l'État et le secteur privé, à un suivi rigoureux des marchés et à des stocks jugés confortables, selon notre invité, les autorités entendent maintenir la stabilité des prix et garantir l'approvisionnement régulier des citoyens. Dans un contexte mondial incertain, cette mobilisation collective apparaît comme un gage de résilience
et de souveraineté économique, plaçant la protection du citoyen au cœur des priorités nationales. Voilà qui met fin à notre émission de ce soir, Focus. Je rappelle encore une fois que j'étais avec M. Abdallah Hormatallah, conseiller technique chargé de la communication au sein du ministère du Commerce et du Tourisme. Merci beaucoup. Je vous remercie. À la semaine prochaine, Inch'Allah.